On pose nos questions au fur et à mesure. Emmanuel, Mickaël, qu'est-ce que vous préférez? Moi, je pense que c'est mieux à la fin. Si À la fin, d'accord. Ok, convient à tous. ça marche. On Voilà. les met dans le chat, comme ça on les passe. Sachant qu'on aura bien minimum 15 minutes et si vous voulez rester un petit peu plus, nos deux consultants veulent bien rester un peu plus. Voilà. Alors donc, moi j'ai rencontré Emmanuel Moirand et Mickaël Guérin via les 612 rencontres. C'est un groupe insufflé par Alban Jarry, que je pense que tu connais, Isabelle, qui est donc un réseau pro qui a collaboré à l'écriture de livres blancs autour des réseaux sociaux, notamment Twitter plus particulièrement, mais aussi autour de tout ce qui est nouvelle technologie en devenir. Donc Emmanuel Moirand, qui va en 5 minutes prendre la parole, donc, est CEO chez Aztec. Il est expert métavers, NFT, blockchain, IA. Il vient du monde de l'assurance, comme il l'a dit précédemment. C'est un des fondateurs d'InsurTech France, créateur de la start-up Monuma, expertise en ligne d'œuvres d'art via blockchain. Alors, Monuma est une insurtech française, primée en 2018 au CES de Las Vegas pour ses applicatifs blockchain mobiles. Il a été présent au MetaWeek de Dubaï, il va certainement en parler, qui est l'équivalent du CES pour les métavers, qui a eu lieu le 7, 8, 9 mars 2022, donc c'est tout récent. Mickaël Guérin, que je connais aussi depuis un certain temps, il travaille à La Poste, il est consultant expérience client innovation. Il travaille aussi pour BGPN Réseau Marseille, il est donc à Marseille. Il est expert retail, numérique, robot, hologramme et métavers. Ambassadeur et rédacteur groupe d'Elbow Press, le partenaire média des collectivités locales. Ambassadeur TEDx Canebière, American BBA, Réseau Parité La Poste. Alors, il s'est rendu au CES de Las Vegas. Alors, lui, à l'affût des innovations numériques. Et il a comme particularité d'analyser l'impact des innovations sur nos vies. Il est intéressé par la métavision des innovations, ce qu'elles font en bien et en pas bien. Donc, il va lui être dans le rôle du client et de réagir face aux nouvelles propositions. Donc, on va avoir une intervention croisée entre Emmanuel Moirand au regard de son expertise et pour le challenger. Donc, on aura Mickaël Guérin. Et donc, je laisse la parole à Mickaël. Eh bien, merci. Tout le monde m'entend? Oui. OK. Voilà. Bonjour à tous. Donc oui, moi, je suis postier. Je suis postier historique et je suis sur Marseille. Mais comme vous le savez, Marseille mène partout. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que tu disais, Gabriel, sur nos rencontres. En revanche, ce qui est intéressant dans la façon de voir, je reprends un point qui est le dernier élément que Xavier disait. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est quel sera le futur consommateur? Comment ça va se faire? Est-ce qu'il y aura de la consommation dans le métaverse? Et donc, en fait, c'est des échanges qu'on a eus avec Emmanuel depuis maintenant 3 mois, avec des cas concrets, avec des fois où on se challenge et on n'a pas forcément la même vision, mais avec toujours une question de finalement à quoi ça sert tout ça. Donc, c'est un petit peu ce que vous avez évoqué, Nathalie et Xavier, sur qu'est-ce qu'on peut faire, à quoi ça sert, comment on peut y être, est-ce qu'il faut y être. Et en fait, toutes ces questions, c'est les questions qu'on se pose régulièrement avec Emmanuel. Donc, Emmanuel, je ne vais pas te demander de te représenter plus en détail, peut-être de présenter France Méta. Et j'allais dire la différence entre Méta France et France Méta, parce que là, il y a quelque chose d'un petit peu singulier, sans revenir sur l'histoire du ou des métaverses. Enfin, voilà, déjà de commencer sur ta vision qui est un petit peu particulière, puis après, on va voir comment on peut échanger. Alors, merci beaucoup, Mickaël. Déjà, on discute depuis très longtemps avec Mickaël, ça fait plusieurs années, sur plein de sujets de digitalisation, parce que c'est un peu mon sujet à moi. France Méta, en fait, on a essayé de le lancer il y a 1 mois pile. Faut savoir que c'est comme une association qui est toute récente. On l'appelait France Méta et pas Méta France, c'est très important. Parce que nous, on est un petit peu à l'opposé de ces projets de Google, Facebook, Apple, etc. On considère que le méta, avant d'être méta, il doit être français. Bon. Et ça ce que ça sous-entend, c'est que le méta doit être ouvert, interopérable, avec cette capacité qu'en fait, il y ait des milliers de métavers qui soient connectés entre eux, où les gens puissent se parler, échanger, en gardant leur avatar, qui puissent changer de métavers.
Voilà. France Méta, aujourd'hui, il faut savoir que c'est une assoce à but non lucratif. On est 1200 membres en un mois. On a des sujets très intéressants, parce qu'on pensait être 5 dans la sauce pendant 10 ans, mais on pense que, comme tous les jours, il y a des gens qui arrivent. On a eu cette idée de dire on va créer un métavers simple avec une boîte française, parce que nous, notre but, c'est de bosser avec des Français, parce qu'ils sont très bons dans pas mal de sujets. Et donc, dans les métavers, on a une petite boîte française. On a fait un métavers open source qui est ouvert, où les gens viennent tous les jours, où on se rencontre et où on échange sur tous les sujets. Donc, vraiment, c'est cette idée de prendre toutes les énergies qu'il y a en France autour du métavers, de les mettre ensemble pour qu'on avance. Petite parenthèse sur Dubaï, on s'est retrouvé dans un sommet où il y avait 4000 personnes. Et bizarrement, il y avait des boîtes françaises qui étaient là-bas. Et on a bien compris qu'on avait une carte à jouer. Voilà, donc c'est ça. Et donc, France Méta, la ligne directrice, c'est un métavers des usages. C'est fondamental. Pour être rapide, hein, le métavers de demain, ou alors il y aura des vrais usages concrets pour monsieur, madame, tout le monde, ou alors ce ne sera pas le métavers. Voilà. Et moi, aujourd'hui, je me bats parce que je vois tous les jours qu'il y a des vrais usages qui vont se mettre en place. Et les sociétés qu'on accompagne en termes de conseils, parce que moi, j'ai une boîte de conseils aussi, sur le métavers, c'est de leur montrer, voilà ce qui est utile, voilà ce qui l'est moins. Voilà. Et moi, j'ai plein d'usages en tête, parce que je suis comme Mickaël, j'ai plein d'idées. Et donc, l'idée, c'est de confronter ces idées à la réalité du client, ce que le client a envie de faire ou pas. Voilà. Aujourd'hui, il y a quoi comme type d'entreprises qui viennent? Parce que si on prend chez les Français, chez les connus, chez les gros, il y a AXA qui est dedans, il y a Carrefour qui est dedans, Le casino, Casino, via Leader Price, je crois, pour Casino. exactement. Après, sur Decentraland et sur CryptoOxel, il y a d'autres boîtes françaises qui sont moins connues. Bon, il y a eu les achats massifs du mois dernier qui ont mis la lumière dessus, mais on a quand même pas mal de petites boîtes qui commencent à acheter des petits terrains. Voilà. Donc aujourd'hui, on a en gros une trentaine de boîtes en France qui sont déjà dans le métavers, qui ont fait moins de communication qu'AXA et Carrefour, mais qui sont dedans. Ok. Moi, quand j'écoute un peu ce qui se fait, tout à l'heure, Nathalie Xavier disait il faut qu'on y soit. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entreprises y vont justement dans ce côté un peu new FOMO, fearing of missing out, la peur de gratter quelque chose en n'y étant pas. Et parfois, j'ai l'impression, c'est souvent un petit peu nos discussions, que certains disent regardez, on est dans le méta, mais juste pour dire on est dans le méta. Alors, C'est des discussions qu'on a eues avec Stéphane Boucris d'Excelsior, par exemple, ou avec des gens de chez AXA récemment. alors moi, je vais te répondre que aujourd'hui, dans les métavers, il y a 800 millions de joueurs tous les mois qui ont entre 13 et 15 ans. Okay, aujourd'hui, ils jouent ces clients, mais demain, c'est des clients de la Poste. Et le jour où ils seront majeurs, ils vont avoir besoin de continuer leur expérience de jeu dans autre chose. Donc, je pense qu'on ne peut pas ignorer cette tranche d'âge qui est massive, qui arrive. Et donc, il faut lui proposer quelque chose. Alors, le quelque chose, il est à définir entre nous, évidemment. Mais je pense qu'il y a déjà un marché qui existe, ça sera effectivement pas tout de suite les gens qui ont 70 ans. Par contre, le marché qui arrive, il est là. Et si on arrive à rendre le métavers accessible, même aux générations qui ont entre 60 et 70 ans, là, on aura gagné. Quand tu parles d'un côté un peu gamer, le métaverse, en fait, à l'origine, c'est plutôt des univers de joueurs. Ouais. Il y a quelque chose qui m'avait marqué. Moi, je suis pas très joueur, mais il y a des choses qui me marquent, notamment ce qu'on appelle les loot boxes, tu sais, les petites boîtes de récompenses aléatoires. Alors, on parlait de Vegas tout à l'heure, mais c'est un petit peu le sentiment de la machine à sous, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui y sont, et c'est un peu dans les écueils sur lesquels il faut faire attention, à mon avis. Des gens vont y aller pour aller rechercher quelque chose, pour aller rechercher leur dose d'adrénaline, entre guillemets. Et donc, voilà, comment on peut faire pour passer de cette gamification à quelque chose de plus concret, de plus affinitaire, de plus communautaire, de plus positif? Alors, moi, je vais juste donner quelques chiffres qui sont importants parce qu'il faut comparer ça. Aujourd'hui, il y a 300 millions de joueurs qui jouent tous les jours. Il y a 350 millions de possesseurs de wallets. Okay, en 2000, les utilisateurs d'Internet, il y en avait 300 millions en 2000. Je pense qu'on est au même niveau que le début d'Internet. Aujourd'hui, les projections qu'on a de Binance, c'est qu'on va passer de 350 millions de possesseurs de wallets maintenant à 1 milliard en fin d'année. Là, on part au niveau mondial. Les wallets, c'est les portefeuilles avec les valeurs crypto. De NFT, tout à fait. Donc, on a un nombre d'utilisateurs de ces crypto-monnaies et de ces NFT qui est en train de grossir énormément. Moi, j'ai même, pour donner un exemple qui va te sourire, j'ai mon électricien qui habite à la campagne près de chez moi. Il m'a demandé un cours sur la NFT. Avec gentillesse, je lui ai donné, parce que ça m'a fait plaisir de voir que même des gens qui ne seraient pas pour ça commencent à s'intéresser.
Donc, ces gens-là qui vont augmenter, ils vont essayer les métavers. Donc après, qu'est-ce qu'ils vont y trouver comme expérience? Si c'est que du gaming, c'est pas bon. Il faut qu'ils y trouvent autre chose. Et moi, ma conviction, mais c'est une conviction personnelle, c'est que demain, tu pourras acheter ton paquet de timbres, ton paquet de clous, ton assurance ou aller dans ta banque, dans le métavers, et que tu te connecteras pour un usage. Donc, ça veut dire qu'il faut une offre concrète et réelle. Il faut quelque chose qui intéresse. Alors, pour l'instant, ça intéresse plutôt les pros. Et demain, ça intéresse Madame Michu. C'est toutes les discussions qu'on a autour de ça. Quand tu regardes qui investit pour l'instant, tu nous as dit qu'il y avait plein de petites boîtes, mais ceux qui investissent fortement, lourdement, on entend plutôt Boston Consulting Group, on entend plutôt Meta, enfin Facebook, on entend plutôt des acteurs du Web 2, si je peux dire, du Web aujourd'hui, qui ont quand même une volonté comment dirais-je, un modèle économique basé sur la gestion de nos données, pour être poli. C'est un sujet intéressant. Alors, moi, je te donne une première réponse. Fin d'année, et ça, c'est acquis, Madame Michu pourra créer elle-même ses NFT toute seule. Donc déjà, Madame Michu, quand elle va créer des NFT après, elle ira dans le métavers aussi. Sur la protection des données, ça, c'est un vrai sujet important. Moi, je pense que, moi, je vais faire un début de réponse sur la protection des données, mais en tout cas, aujourd'hui, ce que veut faire Facebook, on est tous d'accord, c'est prendre les données et diriger le marketing sur nos données. On est bien d'accord. Moi, je pense que ça va être un sujet simple. Si ton avatar a des NFT et que ces NFT ont des permissions et que ton avatar dit « je ne veux pas avoir de la pub sur tel sujet », finalement, la pub ne pourra pas arriver jusqu'à l'avatar. Donc, il y a des sujets de protection de données qu'on peut travailler. Il y a des boîtes françaises qui sont spécialisées là-dedans. Par contre, si tu tournes du côté américain, ce n'est pas une volonté chez eux, c'est évident. Voilà, pour être très clair. Alors, ça veut dire que oui, et Xavier pose la bonne question. Comment seront collectées les données, les datas? Comment elles seront utilisées? En fait, si je reprends ce que tu dis, si on prend la vision anglo-saxonne, c'est gratuit, donc c'est toi le produit. Exactement. Et si on prend ta vision, c'est plus affinitaire, plus communautaire, plus décentralisé. Et on est gestionnaire propre de nos données. Mais ça veut dire derrière qu'il y a un modèle économique différent. Tu vas payer quelque part. Alors, aujourd'hui, les DAO dans certains métavers, ce sont les tokens qui permettent de décider de l'avenir du métavers. Donc déjà, aujourd'hui, sur Sandbox, à partir du mois d'avril, selon les tokens que tu as, tu vas décider de l'avenir de Sandbox ou pas. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on parle de NFT, c'est un sujet qui est fondamental. Dans un NFT, on peut mettre toutes les données. Okay, moi, j'ai une startup égyptienne avec qui je travaille. Ils ont fait un méta-hôpital à Tel Aviv. Et avant une opération, ils mettent les données de santé dans un avatar et on tente l'opération pour voir si elle va bien se passer ou pas. Okay, et toi, tu donnes l'autorisation que ton NFT de données soit utilisé pour un vrai sujet important. Ce NFT, si tu refuses que dans certains cas, les données soient utilisées, tu pourras le faire. Et pour moi, c'est ça le vrai sujet. Parce que si tes données sont automatiquement transmises au métavers et qu'il peut en faire ce qu'il veut, là, finalement, tu as un vrai sujet problématique. Ouais, mais justement, ça veut dire que là, on a un problème de modèle économique. Les DAO, c'est de la communauté. Ça peut être de l'abonnement. Alors, en même temps, il y a peut-être des réflexions dans les GAFAM, puisque je vois que Apple est en train d'envisager justement la location et l'abonnement pour ses téléphones, vu le coût. Mais comment des gens qui vont investir des millions, des milliards vont accepter quelque part de ne pas avoir la main sur les données, voire, puisque l'un des échanges qu'on a, c'est est-ce que c'est une interopérabilité des métaverses? Et donc, s'il y a interopérabilité, est-ce qu'il y a un droit de péage? Voilà, comment ça va se passer de pouvoir amener son avatar, voir ce qu'on possède d'un univers à l'autre? Ou est-ce qu'on va rester sur des univers bien définis, sans interopérabilité et sans possibilité de partager les choses? Je vais te donner l'exemple d'un métavers allemand qui est en train de se monter. C'est un métavers de coaching. Okay, donc l'idée de ce métavers, c'est que tu as envie d'un accompagnement, tu rentres dans un métavers où il y aura une cinquantaine d'endroits pour des coachings différenciés, qu'au centre, tu as une tour avec les shops des coachs qui vendent leurs livres, leurs publications, et que derrière, tu es effectivement des espaces de rencontre. L'intérêt de ce métavers-là, c'est qu'il veut redistribuer les tokens entre tous les participants du métavers. C'est-à-dire que les clients vont toucher des tokens s'ils agissent pour le métavers.
les coachs aussi, et que toutes les publicités est repartagée en moitié avec l'ensemble des participants du métavers. Donc, tu vois, il y a ce côté communautaire où chacun touche un peu de la valeur. Ok. Donc, tu autorises ta donnée à être utilisée contre un échange de tokens. Ok. Si je reprends par rapport à ce qui nous a été dit tout à l'heure sur les potentialités d'offres de la Poste, moi je vois bien le côté où la Poste accompagne. J'allais dire, toi ça te parlera peut-être pas, mais on a un produit qui s'appelle Ma Ville Mon Shopping qui accompagne les petits commerçants sur le e-commerce. Et ce que disait Xavier, visiblement, c'est tu fais Ma Ville Mon Shopping, mon méta. Il y a quelque chose au niveau de la Poste. C'est un peu ça l'idée, ouais. Ouais, ça m'a parlé tout de suite tout à l'heure. De l'autre côté, alors moi je suis sur la partie BGPN et j'ai ce qu'on appelle l'identité numérique. Ce qui peut être quelque chose qui peut accompagner et un commerçant et un utilisateur. Donc moi je vois, parce qu'on va essayer de recentrer sur le côté un peu postalo-postal, donc il y a aussi, j'allais dire, comment tu vois, toi d'un œil extérieur, comment tu vois la Poste, ce qu'elle peut apporter pour amener des gens d'un univers à un autre, d'un univers perso chez soi ou ailleurs, parce que le chez soi maintenant, avec le téléphone portable, c'est très étendu. Dans cet univers, et au-delà de simplement, quels seraient les drivers sur lesquels on pourrait y aller, nous? Comment tu vois les choses, toi, avec ta vision d'utilisateur déjà du méta? Alors, moi, je vais être clair, aujourd'hui, le métavers, il n'est pas que chez soi. Pour moi, le métavers, il continue, puis c'est un univers persistant. Les gens, aujourd'hui, avec les IoT qui sont en train de développer, vont pouvoir rester dans le métavers, même en étant dans le métro, dans le bus ou en se baladant. Ça a été partagé, la réalité virtuelle, la réalité mixte. On l'appelle comme on veut. Le métavers va sortir de la maison. Okay, ça, c'est déjà un premier point. Après, je pense que réellement, pour moi, la Poste, moi, je viens d'un petit village tout petit. Ok, il y a 1000 habitants, mais il y a une Poste. Et comme tout est parti, la Poste, c'est le seul endroit où il y a un panel de services qui est distribué. Okay, donc, pour pas mal de gens, s'il n'y a plus de Poste, il n'y a plus de service. Okay, donc, pour moi, c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Je pense que la Poste a un rôle d'ancrage dans les campagnes et que je pense qu'effectivement, pour moi, le métavers d'un village, il peut se construire autour de la Poste. Et clairement, nous, on a des sujets de métavers régionaux aujourd'hui, dans France Méta, où on a des régions qui sont passionnées de dire chaque commune doit avoir son petit métavers pour que les habitants s'y retrouvent. Et finalement, la Poste peut être un centre qui peut fédérer l'ensemble des services d'un village et quelque part après permettre de redonner une identité. Moi, je suis assez convaincu du sujet, mais ça engage que moi, Mickaël. Donc là, c'est sur une vision, j'allais dire, digitale, entre le bureau de poste qui peut fédérer beaucoup de services et pas que des services du bureau en lui-même. Et tu nous verrais passer, en gros, nous, on a un peu raté le côté FAI, fournisseur d'accès Internet, et tu nous verrais plutôt FAM, fournisseur d'accès au métaverse. Moi, personnellement, ça me paraîtrait une super idée, mais après, voilà. Ce qui semble être un petit peu ce que Xavier et Nathalie disaient. Je reviens sur un petit élément. Tu disais qu'on peut sortir de la maison. Jusqu'à présent, tu peux avoir des expériences légères du métaverse juste avec ton téléphone ou ton ordi. On a un ami commun, Gaël, qui a ouvert sa galerie virtuelle. Donc, je suis allé voir effectivement de mon téléphone et de l'ordi avec les liens que tu nous avais passés. En revanche, quand on parle de métaverse, on parle souvent d'immersion et on pense tous au casque, aux lunettes éventuellement, aux gants haptiques pour ressentir les choses, aux combinaisons haptiques, voire même aujourd'hui, il y a des vestes qui permettent de sentir la pluie, le vent, etc. Donc, dans la vision des gens, c'est un petit peu ça. Et dans une conversation qu'on a eue récemment, toi, tu m'as dit, déjà, quelque chose qui me plaît, potentiellement, il y aura les hologrammes. Donc je sais, nous on a la suite, Microsoft Teams et tout ça, donc on sait qu'ils travaillent dessus. Mais tu dis que potentiellement, ça sera carrément sur le téléphone portable. Non, alors moi j'ai une opinion qui est très différente. Moi je considère que si on regarde un peu ce que Facebook a mis en avant et ce que Microsoft a mis en avant, il y a un moment, je pense que tout le hardware va disparaître. On va pas être devin et savoir si c'est demain ou il y a pas demain, et qu'il n'y aura plus d'ordinateur, plus de téléphone, qu'on aura de cette capacité grâce à, ou alors des IoT fixes ou des IoT mobiles, de projeter en fait les interfaces hardware qui ne seront que des projections. Pour m'expliquer, aujourd'hui on ne parle pas des interfaces Neuralink d'Elon Musk, mais elles sont extrêmement avancées. Donc ce sont effectivement, donc il y a un côté transhumaniste qui moi me pose certaines questions, mais qui effectivement qu'on pourra se projeter dans un univers virtuel grâce à un élément qui sera inséré sous la peau. Ok, là on va très loin. Mais par contre aujourd'hui, moi j'ai essayé une paire de lunettes qui aujourd'hui vaut 4 000 €.
inaccessible, personne ne peut l'acheter. Bref, c'est pour les entreprises, mais ces palmettes sont extrêmement fines. Il y a un côté réalité mixte qui est très intéressant, donc c'est pour l'industrie, mais quelque part, à terme, ce genre de sujet-là pourrait nous permettre dans un métavers, entre guillemets, mobile. Okay, avec la 5G, la 6G qui vont arriver, on sait pertinemment que ça va accélérer les choses, que les processeurs vont être miniaturisés, qu'il y aura effectivement cet ordinateur quantique dont on nous parle, et dont il y a les premiers essais en ce moment. Donc moi, je pense qu'effectivement, on va aboutir d'ici 2-3 ans à une accélération de ce métavers accessible n'importe où, pour tous. Voilà. Ok, alors si on démocratise ce métavers, c'est une deuxième question de Xavier que je trouve très pertinente par rapport à ça. Est-ce que dans ce cadre-là, il vaut mieux, on va se créer des métaverses où est-ce qu'on va se créer? Est-ce qu'il y aura un métaverse postal? Ou est-ce qu'on va avoir des entités postales, je ne vais pas dire des bureaux de poste, dans le méta? Est-ce qu'on va suivre la logique de Nike, de H&M ou de Carrefour? Ou est-ce qu'il faudrait créer, justement, puisque tu parlais de communauté, une communauté spécifique et un méta spécifique? Alors, aujourd'hui, moi, je prends l'exemple de Sandbox. Personne ne sait si Sandbox sera là dans 3 ans. Okay, on n'a aucune certitude. Donc aujourd'hui, il y a des milliers de métavers qui se créent. Okay, donc ça, plutôt génial qu'il y ait une floraison de différents types de métavers. Et je suis convaincu qu'en fait, à terme, chacun aura son propre métavers où il invitera les personnes. Donc pour moi, ça me paraît logique que la Poste crée le sien et que finalement, tu changes d'univers en fonction de l'usage que tu as. Donc ça veut dire que c'est plus un gros super site infini à côté de gros super sites infinis. C'est une plateformisation interne. Alors là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'aujourd'hui, on est sur Internet, alors que demain, on sera dans Internet. Donc c'est là, l'expérience est différente. Elle sera à terme immersive. C'est des mondes persistants. Donc c'est des mondes où quand tu te déconnectes, ton avatar continue à avoir des expériences. Donc c'est pas l'expérience qu'on a aujourd'hui. Hein. Ça va beaucoup plus loin. Donc je dirais pas que c'est des sites Internet, ça n'a rien à voir. Moi aujourd'hui, tu vois, pour la sauce, on a fait le choix de ne plus avoir de site Internet et d'avoir seulement un métavers. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dedans depuis un mois qui nous paraît Internet. Quoi. Alors, quand vous n'êtes pas dessus, parce que vous n'y êtes pas tout le temps avec Pierre, il y a des interactions. Comment tu récupères ces interactions? Ce qui fait lien avec une question dans le... Ouais. Alors, OK, aujourd'hui, on a mis une boîte à idées et nos membres savent qu'il y a la boîte à idées et que quand ils ont une interaction sympa, ils mettent dans la boîte à idées. C'est bête, hein, c'est un Google Form qui est inséré dans un petit icône et ils mettent ce qu'ils ont vécu, qu'ils ont rencontré. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est à la base, donc on a mis cette petite boîte à idées pour récupérer les infos. Il y a des infos qu'on rate. Hein. Hier, il y avait un Coréen qui était là. Il m'a parlé en coréen. Donc, j'avais un problème, il n'y avait pas de traduction instantanée. Donc, on a dû parler à l'aide d'émoticônes parce qu'on ne pouvait pas se comprendre. Voilà. Mais tu as raison, il faut réfléchir à ça. Chacun pourra gérer l'infrastructure technique de son propre métaverse. Bah, si c'est individualisé ou personnalisé, oui, chacun aura à gérer avec un mode, si j'ai bien compris, c'est plutôt du no-code. Il n'y a pas besoin de connaissances techniques fortes. Alors, exactement. On est cette ère ce que moi j'appelle l'ère de la créateur économie, c'est qu'automatiquement, en 2000, souviens-toi, faire un site internet, ça coûtait extrêmement cher. Aujourd'hui, tu as ton site WordPress que tu fais toi-même et qui est plutôt pas mal finalement, même si tu ne sais pas coder. Moi, je suis convaincu qu'on va arriver à ces sujets-là à terme. Ouais. Ok. Alors, mais peut-être juste pour répondre sur ce point, je me permets d'intervenir, mais c'est juste sur ce point, ça veut dire qu'il y a quand même une infrastructure technique pour pouvoir gérer WordPress. Ça veut dire que WordPress met à disposition des éléments pour pouvoir personnaliser ou adapter. Ça veut dire qu'il y a quand même une structure de base, une infrastructure de base pour pouvoir créer ou envisager ou créer son univers de métaverse. Comment est-ce que vous voyez les choses? Mickaël, tu veux réagir? Bah, tu sais, moi, le côté technique, c'est un peu moins mon truc. Non, mais après, Alors, moi, je vous donne l'expérience qu'on a avec la boîte française avec qui on bosse parce que là, c'est eux qui développent. Et pour le mois de septembre, en fait, ils vont sortir l'évolution où toute personne pourra créer son propre petit métavers. Sur leur infrastructure technique. Exactement. Et tout le sujet, c'est qu'aujourd'hui, ils voulaient créer quelque chose sur Sandbox. Il y a un bac à sable qui est très différent de celui de CryptoVoxel et celui des Central Land. Donc, demain, il faudrait quelque part qu'on ait une uniformisation
on va dire, des développements, parce qu'aujourd'hui, les sociétés spécialisées ne peuvent pas développer pareil sur Sandbox que sur Decentraland, par exemple. Et cette interopérabilité, il faudrait qu'elle soit là aussi. En fait, on est aussi dans l'évolution de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que je parlais du no-code tout à l'heure, il y a de plus en plus, et du cloud et de tous ces trucs-là, on enlève effectivement le plus d'infrastructures physiques pour mettre quelque chose, alors dans des grands data centers, dans des grandes usines, etc., etc. Ce qui pose un autre problème. Alors, ce ne sera peut-être pas le cas aujourd'hui, mais là, c'est peut-être une petite dédicace à Gab sur le lien entre métaverse et RSE. Il faudra quand même se poser la question. Et je reprends sur ta partie, même si je sais qu'il y a des projets de minage et des réflexions sur vraiment une diminution drastique des consommations. Mais je reprends aussi sur le côté, j'ai mon univers. Tu peux pas me laisser réagir sur la RSE et le minage? Ouais, vas-y. Il reste 10 minutes avant les questions. Je vais être super rapide. Alors pourquoi? Parce que moi, quand j'ai commencé à la blockchain en 2015, on m'a dit le Bitcoin, ça pollue, il y a des milliers de mineurs et la Terre va être polluée par le Bitcoin. Avec le Ethereum et le Layer 2, aujourd'hui, on a réduit drastiquement cette pollution. Elle reste, mais elle est beaucoup plus faible. Et moi, aujourd'hui, je me base sur les green NFT. Demain, les métavers seront jugés à leur capacité d'apporter de la RSE dedans. Effectivement, là, on se bat avec Pierre sur un sujet qui s'appelle les NFT du Sahara. Une fois qu'on en parle, on n'a pas le temps. Donc, imaginez bien que le Sahara, on va être peut-être en capacité d'irriguer grâce à des NFT. Donc, il n'y a pas que de la pollution dans la partie méta et blockchain, il y a aussi des projets hyper RSE. Voilà, j'ai fini, Gab. Alors, je continue sur un autre élément, sur le fait que le monde est persistant, que ton avatar a une vie sans toi, j'allais dire. Bon, avec deux questions derrière. Il y a le côté, l'avatar déjà, c'est quoi? Souvent, en fait, l'idée que je mène, c'est je est un autre. Donc, j'ai mon avatar, mais qui suis-je dans l'avatar? Qui suis-je entreprise? Qui suis-je salarié? Qui suis-je perso, enfin, à titre perso? Est-ce que mon avatar, il est réaliste ou pas? Est-ce que dans le côté réaliste, est-ce que les produits que je vais mettre dans les méta sont réalistes ou pas? Je prends les chaussures Nike. Bon, elles ressemblent à des Nike juste parce qu'il y a un swoosh. En revanche, le sac Hermès qui a été piraté entre guillemets, il ressemblait bien à un sac Hermès. Je continue un petit peu sur ces éléments-là. J'ai toute ma question de l'habillage, donc derrière du coût que ça peut avoir, toute la question du distinguo entre pro-perso, toute la question de la sociabilisation. Et puis, on voit déjà, donc on parlait du fearing of missing out, donc la peur d'oublier quelque chose, déjà aujourd'hui avec nos réseaux, ce qui nous force à scroller. Et demain, dans le méta, est-ce que justement, il n'y aura pas encore plus cette peur et encore plus cette espèce de scrolling qui va être infini, même si certains méta sont, j'allais dire, finis visuellement? Alors, ton avatar, il y a deux solutions. Ou c'est un avatar marionnette, donc en clair, c'est l'avatar de théâtre qui n'est pas toi, qui est une autre personne, que tu habilles avec d'autres vêtements, avec d'autres artefacts, avec des véhicules, avec ce que tu veux, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'Alfa Romeo file le NFT de la voiture, donc tu auras la voiture virtuelle. Ou alors ton NFT, effectivement, c'est ton avatar, c'est toi. Et donc il y a des gens qui voudront cet avatar méta-réaliste. On a MetaHero, qui est une boîte française qui fait des avatars extrêmement réalistes. Et donc il y aura un choix. On avait Silke qu'on a fait, toi et moi. Ouais, voilà. Mais non, mais il y aura un choix. Ou alors ton avatar sera quelqu'un d'autre, une autre personnalité que tu auras dans le métavers, ou alors ce sera toi. Il y aura un choix de chaque être humain. Et après, d'ailleurs, effectivement, aujourd'hui, par exemple, il y a des marques qui s'appellent The Fabricante. C'est une boîte qui n'a pas d'employés, qui n'a pas de camion, qui n'a pas de stock. Il ne fait que des vêtements virtuels. C'est une boîte qui fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, c'est des vêtements qui sont achetés par des avatars pour ressembler à qui ils sont ou à qui ils ne sont pas. Moi, je pense que c'est un choix de chaque personne. Après, si tu veux, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'aujourd'hui, tu as quelqu'un qui a créé une villa virtuelle. Okay, c'est pas exclusible. Ils ont réussi à la vendre. Ils en ont vendu 10 à 100 000 euros pièce. L'architecte qui n'avait pas de boulot a trouvé du boulot. Après, la villa, il se trouve qu'elle est louée. Il y a des pièces qui sont louées par des gens qui viennent. Donc, il y a une location immobilière qui s'est mise en place, sauf que c'est sur une île. Donc, pour une île, il faut prendre un bateau. Donc, les gens louent un bateau virtuel qui a été fait. Donc, il y a toute cette nouvelle économie et ces nouvelles qui sont mises en place. Et demain, il est évident que ce que moi j'appelle les artefacts, qui sont basés sur des NFT, donc c'est toujours le millefeuille blockchain, NFT, métavers, ces artefacts-là, ça donne une capacité de créer des produits qui seront testés d'abord dans le virtuel. Et s'ils marchent bien, peut-être que dans le réel, ils seront faits après. C'est ce qu'a fait Hermès avec le MetaKelly, où ils vont sortir le MetaKelly, mais en
en vrai, parce qu'ils ont compris qu'il y avait un vrai sujet. Voilà. Alors, c'est un petit peu ce pourquoi BCG y est allé, AXA et enfin, d'autres banques, Carrefour aussi, ce que Bompard disait, c'était ça, c'est qu'ils voulaient tester, pas forcément des produits d'ailleurs, c'était aussi de la relation, c'était aussi une architecture de magasin. Je rebondis juste sur ton histoire de relations humaines. Là, moi, j'ai un truc très sympa il y a 3 jours dans le petit métavers qu'on a fait. Il y a un gars qui s'est connecté à moi, il s'est rapproché de moi, la visio s'est mis en marche. Ben, ce monsieur, c'est le DSI du groupe EDF. Bon. Il se trouve que ce monsieur, il habite à 500 mètres de chez moi, mais je ne l'avais jamais vu, je ne savais pas qui c'était. Là, on s'est rentré dans le métavers, il se trouve qu'on est voisins. Et si tu veux, c'est là où c'est intéressant. C'est que tu auras des relations humaines dans le métavers que tu n'aurais pas eues dans le réel parce que tu passes à côté de quelqu'un sans le voir. Ouais, bah, c'est un peu ce qui nous est arrivé sur Twitter. Au-delà du réseautage qu'on peut avoir, il y a des centres d'intérêt qu'on découvre. Je prends les questions de Nathalie. La responsabilité de santé publique si on encourage ce phénomène de FOMO. Alors, je ne suis pas sûr que je ne sais pas qui aura une responsabilité. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait, qu'on ait donné une responsabilité à quelconque réseau social où effectivement on a cette peur d'oublier quelque chose. Donc après, il y a il y a des grandes questions juridiques, des grandes questions existentielles entre guillemets. Mais en même temps, parce qu'il n'y a pas que la santé publique, il y a aussi, il peut y avoir des agressions virtuelles, mais qui ont un vrai ressenti. Il peut y avoir alors excusez le terme, mais il peut y avoir effectivement du bad buzz et du shitstorm qui peut être violent parce que un shitstorm sur Twitter ou sur LinkedIn, c'est entre guillemets facile à gérer, il suffit d'éteindre, mais voilà, on coupe le cordon puis c'est bon. En revanche, dans le méta, c'est son avatar qui va s'en prendre. Ça peut être violent, ça peut être l'avatar de l'entreprise. Enfin voilà, il peut y avoir une certaine violence. Et il y a des éléments. Vas-y. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Toujours dans le petit métavers, parce que moi je commence à y être 5 heures par jour, hein, comme tous les jeunes de mon âge. Il y a quelqu'un qui est venu sur Pierre, mais pendant la fin, il était vraiment sur lui. Un quart d'heure après, il est envoyé un petit mail. Pierre, je suis vraiment désolé, j'étais sur toi, j'espère que ça ne t'a pas choqué. Je pense et je crois vraiment que les gens, aujourd'hui, il y a quand même un autorèglement et que, OK, il y aura des dérives, c'est évident, mais je pense, tu vois, il y a ce côté humain de dire je tenais à m'excuser. Alors que là, il ne s'est rien passé. C'est juste comme c'est un petit métavers en 2D5, les personnages, quand ils sont proches, ils sont très proches des autres. Donc moi, je crois dans ce côté positif, dans le fait que finalement, OK, il y aura des dérives, mais la majorité des gens, ils y viendront pour faire quelque chose. Oui, c'était juste qu'il faut l'avoir en tête et qu'effectivement, si on n'a pas, il y a des gens qui réfléchissent à la gouvernance du ou des méta, mais comme on réfléchit à la gouvernance des réseaux sociaux, et alors est-ce que c'est aux méta de mettre des règles, est-ce que c'est aux entreprises ou aux gens qui vont créer, par exemple dans la maison de Snoop Doggy Dogg, je suis pas sûr que, la consommation de cannabis virtuel soit bloquante. En revanche, son voisin qui a acheté la maison à 450 000 $ aura le plaisir d'être à côté de Snoop, mais n'aura pas les odeurs. Voilà, ça c'est ma petite blagounette. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Moi, je prends l'exemple de la Corée du Sud, parce que je commence à le connaître un petit peu. Là-bas, ils ont juste 5 ans d'avance. Là-bas, il y a un métavers d'État, ils mettent des millions sur toutes les boîtes pour faire du métavers. Surtout, il y a le métavers de Séoul. Le métavers de Séoul, c'est demain. Tout ce qui est administratif, passeport, plainte, ce que tu veux, ça sera accessible dans un métavers seulement aux habitants de Séoul. Donc, c'est une sorte de métaville où dès que tu es citoyen, tu as accès à un métavers de services administratifs qui te permettent finalement de simplifier ta vie. C'est ça que j'ai envie de retenir, moi, tu vois. C'est-à-dire que tu prends la ID card de l'Estonie, que Violaine nous avait montré, et tu la mets j'allais dire URL irréel. IRL, pas IRL plutôt. Alors, quid de la régulation des États dans le métaverse? Oui, ça va être problématique. Est-ce qu'on aura une sorte de RGPD local, national, international? Est-ce qu'effectivement les visions anglo-saxonnes et européennes, pour faire simple, ou vis-à-vis de la gouvernance chinoise ou asiatique au plus large, là on n'a pas encore. C'est tout un monde qui se construit. Alors, moi je vais rebondir sur ce que tu dis. On a quand même un candidat, je ne dirais pas lequel, qui s'est positionné en faveur d'un métavers européen. Donc lui, il a déjà l'idée de dire il va falloir qu'on régule au niveau européen ces idées de métavers. Et ça, je trouve que c'est pas mal comme idée. Ça projette déjà ce que ça pourrait être. Ouais. Il faut des régulations européennes. Ok. On peut passer aux questions ou vous voulez finir avant quelque chose? Je vous laisse finir et puis on passe aux questions. Non, mais enfin, moi, on pourrait discuter des heures, donc il faut qu'il y ait un cadre. Donc, Gabriel, pas de souci. Hein. Moi je veux juste faire une petite conclusion. Alors,
Est-ce que le référencement, ça sera d'habiter à côté de Snoop? Pourquoi pas? Paris Hilton a fait sa fête de fin d'année. Tu parlais de Séoul. Séoul, 5 millions de personnes. Paris Hilton, 69 000. Alors, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup finalement. Il y a effectivement des personnalités qui vont y être et qui vont être porteurs, qui vont attirer des gens. Mais si c'est juste le fait de pouvoir se dire j'étais dans une soirée avec Paris Hilton, ça va faire la même chose que, ça y est, j'ai oublié le nom du service qui faisait des vocaux comme les Spaces là sur Twitter, qui était que sur Apple et puis qui s'est cassé la gueule là. Mais ça risque de faire ça. Clubhouse. Pardon? Clubhouse. Oui, Clubhouse, voilà. Tu vois, S'il y a que des trucs comme ça, c'est-à-dire que si le seul plaisir, c'est de se dire potentiellement j'étais avec l'avatar de Paris Hilton, bon, enfin voilà, je pense pas que ce soit ça le grand référencement. En revanche, s'il y a effectivement un lien entre une offre, et c'est la question de Xavier, c'était là-dessus que je voulais continuer en fait, la réflexion c'est qu'est-ce que j'ai à offrir? Qu'est-ce que je fais dedans? Qui vient? Enfin, à qui je m'adresse? Est-ce que c'est du B2B, du B2C, du B2B2C, du B2A? Parce que j'ai déjà entendu ça, du business to avatar. Est-ce que je vends direct dans le méta? Est-ce que, voilà. C'est quoi mon offre? Si j'ai juste une offre pour dire, je mets un panneau, je suis là, j'y crois pas trop. Si c'est un peu plus, et c'est ton idée, c'est mieux. Moi, j'accompagne pas mal de boîtes qui veulent faire des métavers aujourd'hui. J'ai des projets de méta-santé, énormément. J'ai des projets de méta-food, méta-catering. J'ai des projets de méta-RH, et donc, j'ai énormément de sujets où les gens veulent créer en fait des environnements de service. Et donc ça, j'y crois beaucoup plus que de dire je vais au concert de Travis Scott où il y a 30 millions de personnes à côté de moi. Bon, mais ça, c'est pas ça qui va me faire vibrer. Par contre, si j'ai un vrai sujet d'expérience où je peux faire quelque chose que je n'arrive pas à faire, je prends le coaching. Coaching, c'est un métier où ça coûte extrêmement cher de se faire coacher. Et il est peut-être temps de le démocratiser dans des sujets comme le métavers. Voilà, je finirai là-dessus. Ok, donc vous pouvez tous ouvrir vos micros, je vous laisse la parole. J'ai vu qu'il y avait plein de questions dans le fil, donc vous pouvez peut-être reposer ces questions en direct. On y a un peu répondu en cours de conversation. Ouais, je pense que Nickel a répondu. Ou d'autres questions. Et déjà, les deux premières de Xavier, comment attirer des personnes dans le méta et comment créer une audience. Alors là, tu es complètement dedans. Comment tu me fais venir chez toi, Emmanuel? Alors, déjà, je dis à tout le monde, à tous ceux qui sont là, je mettrai le lien derrière. Vous venez quand vous voulez. C'est un endroit totalement ouvert à tout le monde. Vous allez tomber sur des gens que vous ne connaissez peut-être pas. Et c'est ça qui est génial. Et moi, aujourd'hui, je fais des rencontres géniales dans ce petit espace qu'on est en train d'agrandir. Vous verrez, on est en train de le développer. Et l'idée, c'est que derrière, on voudrait que toutes les personnes qui créent des métavers soient connectées à celui-là pour qu'on ait à la fin 10 000 métavers connectés entre eux et que les gens passent de l'un à l'autre, évidemment en gardant le même avatar et surtout en gardant leur historique de conversation. Donc, il y a un vrai sujet aussi de métavers simple à la française qu'on peut travailler. Ouais. Et donc, je vous mettrai le lien, je vais vous le mettre en commentaire, comme ça vous l'aurez pour aller venir vous balader. Ouais, moi, j'ai une petite question pour vous deux sur ce que sera le nouveau référencement. C'est-à-dire que, est-ce que pour être visible, je vous ai posé la question dans le chat, ça sera d'habiter à côté de chez Snoop Doggy Dogg? Je ne pense pas. Je suis d'accord avec Mickaël, je ne pense pas. Je me rendrai visible. Tu vois, en fait, à mon sens, le problème, c'est pas qui est mon voisin, c'est où est-ce que je suis. Si Snoop Dogg est quelque part, c'est qu'il y a un intérêt à être à cet endroit-là, mais pas forcément parce que c'est lui. Je m'explique, dans la réalité, vous n'avez peut-être pas forcément intérêt à ouvrir un grand magasin, une grande bijouterie dans les quartiers nord à Marseille. En revanche, de faire quelque chose, une petite boutique éphémère sur la corniche, ça a peut-être plus d'intérêt. Or, dans les quartiers nord, il y a la famille Zidane, qui est connue, qui peut attirer. À la corniche, les gens, ils sont parfois riches et célèbres, mais parfois inconnus. Donc, c'est pas forcément la visibilité d'un porte-étendard. Mieux vaut avoir une vraie offre, savoir ce qu'on va offrir. Je pense que c'est plus porteur d'être à côté de Carrefour que d'être à côté de Snoop Dogg. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je vais rebondir. Là, j'ai un collectif d'entrepreneurs de La Réunion
qui nous ont demandé de leur faire un petit métavers avec la forme de l'île de la Réunion, le petit volcan au milieu, pour que l'identité de la Réunion soit présente dans le métavers, et donc on va le connecter à celui de France Méta. Je trouve que l'idée est vraiment sympathique. Et le gars m'a dit, on veut avoir un lien avec la métropole. Ça va quand même loin, hein, dans le métavers. Je reprends la comparaison qu'on a fait aussi tout à l'heure entre Paris Hilton et la ville de Séoul. Alors, comparer quelqu'un avec une ville, bon, sauf que, voilà, Séoul, ils sont en avance. Ils sont vraiment en avance, c'est-à-dire que alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Les gens sont allés sur le méta pour regarder le feu d'artifice de Séoul, alors qu'il suffisait de sortir, voilà. Mais en même temps, c'est pas la même expérience. Ils pouvaient être beaucoup plus proches. Je reprends aussi la fête de Paris Hilton. L'élément le plus important de la fête de Paris Hilton, c'est qu'elle s'est servie de l'avatar de son compagnon pour aller danser incognito. Quel est l'intérêt, quand on est connu, de vouloir danser incognito, je peux le comprendre, mais après de dire, regardez, j'ai dansé incognito. Donc voilà, tout dépend de l'offre qu'on va faire, encore une fois. Je prends l'exemple de ces musées virtuels qui sont en train de se monter. Le MoMA est en train de créer un métavers. Pourquoi? Parce que le MoMA, il y a certains handicapés qui n'ont pas accès, malheureusement. Il y a des heures où le MoMA est fermé. Et là, en fait, ce musée va être 24/7 pour l'ensemble des gens du monde. Et donc ça, c'est un accès à la culture qu'il n'y avait pas avant. Donc ce côté accès à des services qui n'étaient pas accessibles pour certaines personnes, ça, c'est un vrai sujet de fond. Sur Google Art, tu as plein de musées qui sont déjà virtualisés, hein, sur lesquels tu peux naviguer, etc. C'est déjà le cas, donc c'est pour ça que moi je me pose la question. Enfin, dans le méta, qu'est-ce que vous allez apporter de plus, tu vois? Le côté persistant. Ça existe déjà. Ouais, pas à ce point-là. Le côté interaction sociale qui va être différent. Ça, oui. Non, mais réellement, on est au début, on est comme au début d'Internet en 2000, hein, vraiment. Hein. Moi, je pense qu'il y a un vrai levier, hormis tous les services. En fait, on a assez peu. Enfin, le côté gaming va être absolument clé, en fait. De l'expérience, le côté de cette expérience-là va être clé. Et enfin, franchement, on aura beau transposer des services La Poste au sein du métaverse, si on n'a pas une vraie promesse d'expérience ultra nouvelle de gaming pour justement aller chercher ces futurs nouveaux clients de cette jeune génération, etc. Enfin, on va vite patiner, quoi. Enfin, c'est ma conviction, mais. Tu veux dire quoi par ton expérience gaming? Tu peux donner un exemple que tu imagines pour que ça... Bah oui, tu vois, enfin, bah oui, justement, créer des espèces de raconter des histoires, des scénarios, des univers en fait qui soient complètement nouveaux, complètement fous, décalés en fait, pour attirer du monde. On parlait au tout début de récompenses, voilà, scénariser, mettre des récompenses, enfin stimuler finalement l'usage du métaverse et y revenir, etc. Enfin, toutes ces mécaniques qui existent dans des jeux comme Fortnite ou autres, enfin voilà, essayer tout ça, permettre évidemment le build est à mon avis quelque chose de clé qui développe la création, la créativité et derrière favorise le gameplay, le jeu. Enfin, tu vois, il y a plein de choses en fait et je pense qu'il faut absolument qu'on travaille ce volet-là, le volet du jeu est clé quoi. Je pense qu'on a oublié que la vie était un jeu. Et que il faut du plaisir, voilà, exactement. C'est Artaud qui disait ça. Hein. La vie est un vaste terrasse. Je vais juste vous donner une petite illustration drôle. J'ai quelqu'un avec qui je travaille qui veut créer un métavers des livres. Alors, vous ouvrez votre bouquin et à un moment, dans une page, vous avez un QR code et vous pouvez être dans le métavers du chapitre. Et vivre l'histoire avec. Non, ça paraît fou, mais ce projet-là, c'est juste génial. Voilà. Alors, ça paraît fou. Je te dirais que c'est quelque chose que nous, on sait faire déjà. Alors, pas forcément dans un livre, mais avec du courrier augmenté, avec un petit truc dans le courrier, tu passes ton... Alors, ça reste encore un peu simpliste, tu passes juste ton smartphone dessus, ça ouvre un lien et tu rentres dans l'univers de la marque en question. Ça peut être quelque chose qui permettrait de rentrer dans un métaverse, avec un courrier physique envoyé chez le particulier et qui va driver vers l'univers, parler d'Alfa Romeo tout à l'heure, voilà, ça permet peut-être de rentrer comme ça, et puis de gagner quelque chose. J'y pense parce que aujourd'hui, si vous baladez sur Twitter, vous avez beaucoup de comptes qui vous offrent, qui vous disent pour son NFT acheté, un NFT gratuit, des offres comme ça, voire qui sont même très prégnants, on va dire ça comme ça. Il y a quelque chose à offrir dans la récompense. Dans le jeu, c'est pas simplement recréer des jeux à la Minecraft ou autre, mais ça peut être effectivement quelles expériences je vais mettre qui vont donner envie d'aller de dépasser. Parce que, en fait, tout ce qu'on dit, de la 3D, ça existe depuis longtemps, des œuvres virtuelles, ça existe depuis longtemps, de la crypto, finalement, ça existe depuis longtemps.
quelque part, en fait, tout ce truc-là, pour les jeunes de mon âge, si vous avez joué à Donjons et Dragons dans la fin des années 80, fin des années 70, début des années 80, on avait quand même un univers. Alors, il n'était pas persistant, quoique quand tu revenais, il y avait peut-être des choses qui avaient été faites par des copains, avec des avatars sur lesquels tu pouvais acheter des cartes qui allaient compléter, etc., etc. Donc, cette idée-là, elle existe. C'est nos échanges avec Emmanuel et nos premiers conflits, c'est pas le mot, mais voilà, nos premiers challenges, ces discussions-là. Mais effectivement, oui. Mais non, vas-y, continue. Non, tu as une nouvelle question. Ça existe depuis très longtemps, mais ce qui est intéressant, c'est le lien qui se fait entre tous. Et à terme, et c'est là où je te rejoins, Emmanuel, moi, il y a deux choses qui m'intéressent, c'est que c'est dans l'idée de la décentralisation. Alors, en négatif, c'est la communautarisation au sens négatif du terme, et en positif, c'est le côté affinitaire. J'y vais par affinité et j'y vais avec des gens que je vais rencontrer sur quelque chose qui me plaît. Des gens ou des objets ou des entreprises. Je vais aller sur des valeurs. J'ai dit un truc, ça paraît idiot, mais le métavers, ça va remettre l'église au centre du village. Le métavers de la commune. Rien que ça, on a un vrai sujet. Et la Poste, comme elle est au centre de la commune, le métavers de la Poste, ça va falloir le faire un jour. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est donc je crée mon avatar, je suis dans l'univers postal, par exemple, et puis je veux passer dans un autre univers, je vais aller à un concert, etc. Comment mon avatar va se balader d'un univers à l'autre? Est-ce que j'aurai plein de fois mon avatar dans plein d'univers différents? Ou est-ce que, parce que dans l'idéal, j'aimerais bien avoir ma Gabrielle avatar toujours la même, ou pas, hein, si parfois j'ai des délires d'être quelqu'un d'autre, mais quand même, j'aimerais bien me balader d'un univers à l'autre. Comment je vais faire? Alors, je vais te répondre. Moi, j'ai une fille qui a 17 ans. Dans le même métavers, elle a déjà 16 avatars. Ok. Donc, elle est contente parce qu'elle peut changer d'avatar au sein des journées. Je comprends. Mais si j'ai envie d'être la même d'un univers à l'autre, ça va être possible ou pas? C'est tout ça le débat qui est fondamental, c'est qu'il faut que les avatars soient interopérables en gardant leurs artefacts entre les univers. Et aujourd'hui, il y a deux jeux, je crois que c'est Minecraft et Roblox, qui sont en train de créer des tests. Hein. Je ne dis pas que ça marche. Hein. Donc voilà, si on arrive à ça, oui. Si l'avatar, tu dois le changer à chaque fois, c'est quand même moins sympathique comme expérience. En fait, ma vision, c'est que si tu es en méta GAFAM, ça risque de ne pas être très interopérable. Ou alors, tu vas payer quelque chose. Si c'est plus décentralisé par des petites communautés, par des communautés, en vision utilisateur et non pas, j'allais dire, hardware, il peut y avoir quelque chose. Je ne dis pas que ça se fera, mais il peut y avoir quelque chose. Après, je reviens sur la gamification. Alors, Emmanuel, tu ne connais peut-être pas, mais vous êtes allé au spot? Oui. Les uns les autres? Oui. Dans le spot, vous avez le rond du milieu, là. Tout à fait. On fait des petites découvertes sympathiques. Oui, on voit bien, ouais. Et ben, on peut faire quelque chose comme ça, à la fois donc, pour permettre de découvrir, soit de se découvrir, parce qu'on fera un lien entre mon avatar et ma description et des éléments que je veux donner. Soit on va faire, vous savez, quand il y avait Pokémon Go et qu'on mettait des Pokémon devant les statues du Louvre. On arrivait au Pokémon et on pouvait avoir quelque chose qui allait décrire la statue. Donc, il pouvait permettre d'apprendre des choses sur la statue, sur le lieu, etc., etc. Donc, il peut y avoir des choses comme ça. Ou alors, on va pouvoir avoir des offres, des descriptions, des éléments. Et effectivement, c'est ce côté mélange de réalité virtuelle, d'informations, de compléments d'informations qui pourra attirer des gens. Si on a juste un panneau qui dit « Je suis dans Decentraland ou dans Sandbox, regardez-moi », ouais, alors, je vais être trivial, le Fuck Me I'm Famous, ça ne suffira pas. En revanche, viens chez moi, j'ai vraiment quelque chose à te montrer. Et après, voilà, la question, c'est... moi, je suis vraiment sur cette idée de l'offre. En tant qu'utilisateur, Madame Michu, si elle va dans le métaverse, qu'est-ce qu'elle va retrouver? Qu'est-ce qui va lui parler? Alors, Madame Michu, elle peut être la voisine d'Emmanuel dans son village, et c'est aussi notre collègue. Exactement. Exactement. Et Madame Michu, comme dans un an, elle crée ses NFT, elle va commencer à comprendre l'univers, elle va aller tester le métavers, et si elle y trouve des choses qui lui simplifient la vie, c'est gagné, Madame Michu va y rester. En fait, on a tout un débat d'être prêt quand Madame Michu va y aller.
Moi, j'aimerais bien Merci, savoir, Nathalie. au regard de ce qu'a dit Nathalie au début, est-ce que la Poste, ça sera quoi sa mission dans le fait de mettre en place une pédagogie? Parce que qui dit métavers dit NFT, à comprendre ce que c'est, dit avoir un wallet, dit où est le wallet, est-ce qu'il faut le sécuriser? Si j'ai un NFT, est-ce qu'on peut me le prendre? Est-ce qu'on peut me le voler? Si j'ai de la crypto-monnaie, puisque je vais acheter en crypto-monnaie, est-ce qu'on peut me la voler? Tout ça peut paraître complexe pour certaines personnes. Qui devrait arriver dans le métavers si on en crée? Alors, Je commence juste par un truc parce que c'est sur toute la partie, Emmanuel. Je persiste sur l'idée du FAM, fournisseur d'accès au métaverse. Si on est là-dedans, si la Poste est là-dedans, d'abord, je pense qu'elle a une totale légitimité, c'est clair. qu'elle aura un temps d'avance phénoménal et que là, tu pourras t'adresser à la fois aux particuliers, à la fois aux entreprises, aux pros, petits ou grands pros, aux salariés, en cybersécurité globale, en fait. Bon, après, sur l'aspect plus concret, je crois, Emmanuel, que tu as des choses par rapport aux wallets et aux protections. Moi, aujourd'hui, je fais des formations opérationnelles. Hein. En clair, je te crée un compte sur Binance ou sur Coinbase, je t'ouvre un wallet sur MetaMask, je t'emmène sur Jvelti, je te fais acheter, créer des NFT et je t'achète des terrains. Okay, c'est un process qui aujourd'hui n'est pas simple, clairement. Il faut une formation minimum de 3 heures pour comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on n'est qu'au début. Okay, on a la banque, le portefeuille, le NFT. Et en plus, il faut sécuriser ça par une clé Ledger qui est un peu la clé numérique qui sécurise tout ça. D'ici 2 ans, on aura une méga app, une super app qui permettra de tout faire. Mais aujourd'hui, comme on en est encore au début, tu as plusieurs étapes à franchir pour être en capacité d'acheter des NFT et d'en vendre. Voilà. Mais on va vers le tout parce que tu vois, je prends un exemple. Coinbase a commencé à créer un wallet qui est lié à la banque. Donc, on commence à simplifier. Mais aujourd'hui, il est clair qu'il faut une formation minimum de 3 heures pour être à l'aise et après naviguer d'une manière simple. Quoi. Voilà. Parce que, Mais c'est intéressant. Pardon. Pardon, juste effectivement sur Coinbase, entre Coinbase et Coinbase Wallet, il y a des grosses différences. C'est-à-dire qu'il y a des tas de cryptos qu'on ne peut pas acheter sur le compte Coinbase, qu'on peut acheter sur le compte Coinbase Wallet, avec des liens finalement qui sont complexes. Coinbase Wallet, c'est vrai que moi j'ai dû le créer pour pouvoir créer mes NFT sur OpenSea, parce que mon compte Coinbase ne fonctionnait pas pour pouvoir acheter créer mes NFT sur OpenSea. Donc c'est quand même un truc qui est très complexe pour Madame Michu. Ça peut être Monsieur Michu aussi, hein, mais c'est quand même relativement complexe, avec des coûts d'entrée qui sont quand même pour Monsieur ou Madame Michu qui peuvent être très importants. Je prends pour déposer un NFT sur OpenSea, à moins de 200 €, en gros, on ne fait rien au départ. Donc, c'est un investissement qui est un peu compliqué. T'as pas 5 NFT gratuits sur OpenSea quand tu démarres? Alors, non, en fait, il y a une plateforme qui s'appelle Object, qui est basée sur du Tezos, qui est beaucoup plus accessible, où les frais de gaz sont très faibles. Moi, je conseille aux personnes qui commencent sur les NFT d'aller sur Object et la plateforme Tezos, et là, de créer des NFT sous Tezos, ce qui coûte quasiment rien, plutôt que d'aller sur OpenSea, qui est entre nous, une plateforme pour... voilà. Ouais, c'est une pignata, voilà. Ou un Ether, ça fait quand même déjà 3 000 €. Là, un Tezos, ça fait 3 €. Donc, il y a des plateformes aujourd'hui pour s'entraîner et pour découvrir le sujet. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant dans tous ces échanges et dans ce que tu nous portes, c'est que nos métiers à nous, à la Poste, sont relativement simples. Hein. On accueille des gens, on va chez les gens, on distribue des produits, des lettres, des colis, on fait de la logistique, on fait de la gestion de données, on aide les gens à aller sur Internet, on fait de la téléphonie, on fait de la banque. Je pense que... Et de l'assurance, oublie pas. Et de l'assurance, ouais, mais je le mets dans la banque. Moi, c'est mon côté un peu famille. Mais voilà, je trouve que, enfin, je reprends. Alors, je ne sais pas si quelqu'un aura l'idée de le monter, mais fournisseur d'accès méta, je trouve que c'est absolument génial. Et par rapport à ce que disait, je crois que c'est Xavier qui disait, il n'y a pas que Madame Michu, il y a Monsieur Michu, et qu'il faut avoir une petite base.
On travaille aussi justement sur la lutte contre l'électronisme, l'illettrisme numérique, etc., dans les bureaux de poste, avec des associations, avec des référents numériques, et qu'effectivement, on peut se lancer, on pourrait se lancer aussi dans cet accompagnement. Voilà. Oui, après, ça se fait sur tous les gens qui n'ont pas accès comment ça s'appelle, au numérique pour pouvoir payer leurs impôts ou autre. Maintenant, il y a un accompagnement qui existe. Donc, oui. De la même manière, ça pourrait être le cas. Alors après, c'est vrai que la différence, c'est que finalement, par rapport à d'autres pays européens, sur les cryptos et autres, on était bien avancé. On a pris, maintenant, on voit finalement que l'achat de crypto, il ne se fait plus qu'en ligne. Avant, il y avait encore le fameux Bitcoin Center là, rue du Caire. Mais donc, c'est vrai que cet accompagnement-là, il pourrait se faire en bureau de poste. Il y a quelques années, quand on était dans la grande hype de l'IoT, moi j'avais proposé comme ça de dire il faudrait qu'on ait 2 réseaux de postes différents. Le réseau pour le tout venant et puis le réseau pour l'IoT. Pourquoi? Parce que des gens comme ma mère, des internets connectés, des objets connectés, c'est pas son truc. En tout cas, elle a la trouille. D'aller chez Fnac Darty, ça lui faisait peur. En revanche, voilà, d'aller vers quelqu'un qui représente une certaine probité, assermenté, le postier pouvait l'attirer. C'est la démarche de Darty finalement qui maintenant a des vendeurs en ligne au lieu que les gens aillent commander. Il y a le petit vendeur avec sa webcam qui va aller présenter le produit, qui va remontrer et finalement qui va faire l'interface physique en ligne. Donc oui. Mais c'est fondamental. Et ce qui est intéressant avec le métaverse, c'est qu'on peut faire, c'est vraiment de l'avatar vers l'URL, vers l'IRL, in real life. Donc il y a vraiment des choses assez folles à inventer. Et ce que je vous dis là, c'est pas forcément une vision que j'avais il y a 3 mois. C'est notre discussion aussi. Est-ce que quelqu'un a une question à poser qui n'a pas encore pu la poser ou n'a pas osé la poser? J'en profite parce que je suis en train de boire. Il y a Heineken qui vient de sortir une bière virtuelle. Ouais, mais sympa, je l'ai testé ce matin, Mickaël. Je le dis. Et il y avait Budweiser qui avait sorti un truc pour le. C'est un peu comme Canada Dry, finalement. Alors. Non, parce que ça n'a même pas le goût de l'alcool, ça n'a rien. Le patron, il dit c'est dommage, on ne peut pas boire les pixels, un truc comme ça. Ok. Question ou pas? C'est bon? On va. Donc, merci. Merci à Emmanuel Moirand pour tout ce qu'il a pu nous apporter. Merci, Mickaël, pour challenger Emmanuel, tu l'as fait brillamment. Voilà, et puis tu as mis le lien pour rejoindre France Méta. Oui, pour rejoindre le métavers, et si vous avez besoin, je vous enverrai le bulletin d'adhésion qui est gratuit et qui est ouvert à tous. Et dis-moi, tu avais dit qu'il y avait une heure spéciale où les gens débattaient plus spécialement, non? Il n'y avait pas un rendez-vous à 18h ou je ne sais pas quoi, non? À 18h le soir avec Pierre Ongnier pour voir s'il y a du monde. Là, en ce moment, je vous donne juste un exemple. Il y a 8 personnes qui sont en train de se balader. Voilà, il y a toujours un peu de monde. Donc après, c'est des rencontres un peu fortuites. Mais vers 18h, on y est. Voilà. Et là, il y a quelqu'un qui vient de mettre une photo en commentaire avec une lettre. Donc je pense qu'il a mis un courrier dans le métavers. Je ne sais pas. Voilà. Ok, super. Bon, merci à tous et puis à la prochaine. À bientôt. Merci encore. Merci à tous. À bientôt.